Donc, pour ou contre le revenu d'existence, c'est la première partie. Donc, je vais donner les avantages du revenu d'existence. D'abord, sur le plan sociologique. Premièrement, que chacun obtienne un revenu d'existence, ça va permettre de faire évoluer le droit. On a une constitution à laquelle on a intégré en 1971 certains textes très importants, notamment de 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que le texte à portée plus sociale de 46. Donc, et c'est très important de le faire évoluer, parce que depuis, on est vraiment sur nos acquis en France, sur ce plan-là, dans l'évolution du droit, et des droits, j'allais dire. On est vraiment resté sur nos acquis. 46, c'est le droit à la sécurité sociale, et le droit de la protection de la famille, le droit au travail aussi, et 1789, donc c'est les principes de liberté, d'égalité, de sûreté, et le droit de propriété, bien entendu. Et alors, je dirais, non seulement on est resté statique, mais en plus, je pense qu'il y a eu des régressions au niveau du droit. Donc ça ne fait pas de mal de rappeler que le droit du citoyen et des individus est primordial. C'est ce qui compte. Voilà. La Constitution, c'est pas seulement l'organisation des pouvoirs publics, c'est d'abord et avant tout les droits qui sont dans le préambule. Et donner un revenu d'existence, ça c'est créer un nouveau droit qui serait le droit à l'existence. Voilà. Donc, j'ai écrit un livre et j'ai voulu essayer de montrer que c'était possible pour l'État français de donner à chaque individu citoyen ayant la citoyenneté française, il n'y a pas d'autre condition, un revenu minimum de 700 € par mois. Ni plus ni moins, et sans aucune autre condition que d'être citoyen français, pour des raisons, parce qu'on ne peut pas donner un revenu au monde entier non plus. Donc il fallait une condition, c'est celle-ci. Cet argent que l'on donne, ce n'est pas seulement un droit qui serait, utopique ou juste sur le papier. C'est un droit de fait, c'est un droit qui existe vraiment. C'est-à-dire qu'il est même matérialisé par cette somme de 700 € par mois que l'on octroie à chaque individu, avec une fiche RIE que l'on recevrait chaque mois, comme une fiche de paye. Donc il est vraiment matérialisé. Karl Marx avait critiqué le droit à l'égalité contenu dans la déclaration de 1789 en disant que c'était juste un droit fictif qui était posé sur le papier. Que dans les faits, cette égalité-là, les Français ne faisaient rien pour le mettre en application. Le droit à l'existence, en obligeant l'État français à donner 700 € par mois à chaque citoyen français, sans autre condition, fait du droit à l'existence un droit de fait. Et ça, c'est très important, c'est matériel. Et les gens, d'ailleurs, pourront manger avec ça. Bref. Donc, ça permet aussi aux citoyens français de se sentir valorisés. Quand on n'a rien, si on n'a pas eu la chance d'avoir un entourage qui vous aidait, eh bien, comment voulez-vous vous sentir valorisé dans la société? Il y a plein d'associations qui s'en occupent. Mais pourquoi est-ce que c'est des associations qui s'en occupent alors que c'est d'abord l'État qui devrait mettre la main à la pâte? Par contre, si cette dame qui s'est fait, si ce monsieur ou cette dame qui s'est fait piquer toutes ses affaires parce qu'il dormait dans la rue la nuit, et en plus taper dessus parce qu'il n'y avait pas la police 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à côté dans la rue, et bien si elle reçoit 700 € tous les mois, elle va commencer à se construire. Et la différence, l'inégalité avec l'autre personne qui, elle, jouit de revenus plus importants, etc., elle va petit à petit s'estomper. On va lui donner sa chance. Une chance réelle. Et ça fait aussi partie de la dignité de l'être humain. Je pense que c'est très important. Et je pense d'ailleurs que notre système redistributeur, tel qu'il est actuellement, qui cherche à tout prix à être juste et équitable, en donnant à certaines personnes plus qu'à d'autres, parce que, après tout, c'est du domaine de la vie privée, on n'a pas à connaître le niveau de revenu ou le contenu du compte en banque du voisin, parce que l'autre à côté est plus riche, alors nous, on va recevoir plus. Je pense que c'est une atteinte à la dignité. Je pense que vraiment, pour respecter la dignité et l'égalité des citoyens, c'est essentiel que ce revenu d'existence soit le même pour tout le monde, sans exception. Et c'est ce qui va justement permettre de passer d'une égalité simplement de droit à une égalité de fait. Enfin, il va y avoir forcément une inversion du rapport inégal entre l'offre et la demande de travail. Et cette inversion va se faire au profit du salaire. Les salaires vont augmenter, puisque l'offre de travail va être inférieure à la demande de travail. Ce sont nos amis entrepreneurs qui vont nous courir après et qui vont nous promettre des salaires mirobolants pour qu'on vienne travailler chez eux.
Donc on inverse carrément le rapport capitalistique. C'est très intéressant. Voilà, donc ça a des conséquences très importantes sur le plan macroéconomique. Et je dirais, puisque j'ai repris la devise républicaine, que, pour la fin de cette première partie, que tout ça, ça va permettre de mettre en place une vraie fraternité. Voilà, une vraie fraternité pour aller vers davantage de citoyenneté. Contrairement à ce qui se passe pour le droit de vote, pour moi, il n'y a pas de raison de limite d'âge, il n'y a pas de condition d'âge pour être citoyen français. La citoyenneté, ça s'apprend dès la naissance. Et il n'y a pas de raison que les enfants ne reçoivent pas leur revenu inconditionnel d'existence avec leur fiche RIE. Mais ensuite, c'est sûr que pour éviter les abus, parce qu'il y aura toujours des gens qui feront des enfants pour obtenir des RIE, et puis un enfant, il a moins de besoin qu'un adulte, il n'a pas besoin d'avoir 700 €, et ben j'ai pensé que ça pouvait être sympa qu'ils reçoivent leur fiche RIE avec leurs 700 € pour bien leur montrer qu'ils sont citoyens au même titre que les autres, que tout le monde, que leur grand-père ou leur grand-mère, ou leur cousin ou leur cousine, ou leurs parents, qu'ils ont la même valeur, mais en même temps, eh bien, j'ai pensé qu'ils pouvaient reverser une partie. J'ai pensé que ça pouvait être sympa qu'ils reversent 400 € à l'État. Donc, chaque enfant recevrait, jusqu'à sa majorité, recevrait 700 € avec sa fiche RIE. Mais sur la fiche RIE, il y aurait le détail des opérations, avec, comme le brut et le net chez nous, pour les salaires, il recevrait 700 € brut, mais il ne resterait plus que 300 € net. On apprendrait aux enfants à lire leur fiche, on leur la montrerait, on leur parlerait de la citoyenneté, il y aurait aussi à l'école des explications et des sensibilisations à la citoyenneté, comme ça se fait déjà. Et on expliquerait aux enfants que ces 400 € qui sont reversés et qui sont prélevés à la source, eh bien, ils ont servi à construire, à goudronner la route qui mène à l'école, à financer le petit stade où ils vont jouer au basket dans la commune, ou encore à financer l'école où ils vont tous les jours. Ça serait vraiment intéressant sur le plan de la citoyenneté, puisqu'en France, on se plaint qu'aujourd'hui, il y a de la décitoyenneté, avec parfois du saccage et un non-respect des infrastructures financées par l'État ou les collectivités locales. Du moins par nous, contribuables, qui payons nos impôts. Bref. Voilà. Donc là, ça permettrait vraiment une sensibilisation. Ces 300 €, après, les parents seraient libres d'en faire ce qu'ils veulent. Avec 300 €, on peut acheter des fournitures scolaires de l'enfant, on peut l'habiller. C'est beaucoup, 300 € pour un enfant, c'est pas mal quand même. Donc ça permettrait aussi à beaucoup d'enfants d'avoir l'ouverture à des choses auxquelles ils n'ont peut-être pas pu avoir accès jusqu'ici. C'est d'ailleurs un des principaux arguments repris par les mouvements d'extrême droite que de dire telle catégorie de personnes fait des enfants pour avoir les allocations familiales. On le dit encore, c'est encore récurrent. Donc tout ça, ça va permettre une réconciliation. On va peut-être enfin pouvoir, au lieu de faire un débat sur l'identité nationale, organiser enfin un vrai débat sur l'égalité citoyenne dans cette France qui est cosmopolite et qui se veut la France des couleurs. Voilà, c'est ça qui est important. Avec des gens qui sont à égalité, qui sont tous traités de la même façon. Deuxième chose, donc ça c'est pour l'action prévention, je pense que d'elle-même, c'est pas les devoirs c'est pas le fait d'avoir des devoirs qui rend les gens pacifiques et obéissants. C'est tout le contraire. Quand vous avez un devoir, vous n'avez qu'une envie, c'est de faire le contraire. Quand on vous oblige à faire quelque chose. Moi, je pense vraiment que pour faire évoluer les mentalités, être ainsi que la citoyenneté et diminuer la délinquance, je pense qu'il faut augmenter les droits. Et la mesure qui consiste à donner à chacun un revenu inconditionnel d'existence de 700 € par mois, comme à n'importe qui, je pense que c'est vraiment une mesure qui va faire avancer les droits. C'est un droit supplémentaire, un droit qui est énorme. Voilà. Pour moi, obtenir un revenu inconditionnel d'existence n'ouvre droit à pas grand-chose en matière de contraintes, sauf que je pense que c'est bien d'obliger les gens, à cotiser pour avoir une mutuelle, pour avoir droit à accès illimité à tous les soins possibles, sur le plan dentaire notamment, parce que quand les dents sont abîmées, ça coûte très cher, les dents c'est très mal remboursé.
Et en plus, quand on a très mal aux dents, c'est très mauvais pour la santé. On ne le sait pas, il y a beaucoup de répercussions sur l'organisme. Et il y a beaucoup de gens en France qui ne soignent pas les dents correctement. Et ça, c'est vraiment dommage. Ensuite, deuxième chose, donc une cotisation familiale, mutuelle, familiale ou individuelle. Deuxième chose, une obligation de consulter son médecin généraliste une fois tous les 6 mois. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont jamais chez le médecin. Les gens seraient obligés d'aller chez le médecin 2 fois par an. Je pense aussi qu'en même temps que cette obligation de consultation médicale biannuelle, l'État devrait mettre en place, et ça je vais en parler tout à l'heure de manière plus approfondie, une nouvelle fiscalité qui pèserait, au lieu de continuer à faire la balance entre d'un côté le patronat et les entreprises, et puis de l'autre côté le salariat, cette fois-ci je pense qu'on devrait taxer ce que j'appelle la valeur ajoutée négative. En économie, on appelle externalité négative un effet secondaire produit par la production d'un bien ou d'un service, généré par la production d'un bien ou d'un service sur l'environnement. C'est pour ça que j'évoque la nécessité pour l'État de mettre en place une vraie politique fiscale par la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, puisque les biens et services qui produisent sur l'environnement humain ou naturel des externalités négatives, donc des effets pervers, d'accord, ce sont des biens ou des services dont je dis que la valeur ajoutée qui est contenue à l'intérieur de ces produits n'est pas une valeur ajoutée positive. Je pourrais même dire, c'est un synonyme que j'utilise, ce n'est pas une valeur ajoutée qualitative, c'est une valeur ajoutée négative. Certes, il y a de la valeur ajoutée puisque le prix qui est proposé aux consommateurs est supérieur dans la majorité des cas, sauf que des fois on fait quand même du dumping, encore une fois on travaille à la libre concurrence, mais souvent ce prix-là est quand même supérieur au prix des matières premières utilisées pour produire ce bien ou ce service. Donc il y a une certaine forme de valeur ajoutée, mais ce n'est qu'une valeur ajoutée quantitative. Et j'appelle ça la valeur ajoutée négative, qui produit des externalités négatives, de la pollution, du désordre social et du non-respect des droits de l'homme. Voilà. Et je pense notamment que l'État devrait augmenter de manière considérable la taxe sur la valeur ajoutée des productions à valeur ajoutée négative, aussi bien qui sont sur le territoire français, ça nous permettrait de changer nos modes de consommation, un gros coup de pouce donné aux initiatives locales, et en même temps, nos modes de consommation, ce serait complémentaire avec tous ces gens qui montent des monnaies complémentaires chez eux, et en plus, il faudrait aussi faire la même chose sur la TVA, sur la valeur ajoutée négative produite par nos producteurs en France, sur le territoire français. Donc aussi bien au niveau des importations que des productions françaises, franco-françaises. Ça pour moi, je pense que c'est fondamental, les clés sont là. Qu'est-ce que c'est une politique industrielle? C'est quand c'est l'État qui décide de la structure de notre appareil industriel. D'accord? Et non pas quand c'est des capitalistes qui décident de comment vont être les marchés et de ce qu'on va produire pour qu'ils puissent faire le maximum de profit. C'est pas ça, une politique industrielle. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qui se passait encore il y a 30 ans. Voilà. Attention, je ne suis pas pour un État totalitaire non plus. Je ne vous parle pas d'un État à la Staline où on décide de la manière dont on va restructurer notre appareil. Mais simplement que l'État, c'est nous, le peuple. Enfin, dernière chose, dernière politique accompagnatrice de cette politique de revenu inconditionnel d'existence, ce serait bien entendu, ça va avec, la réorganisation de notre système redistributeur. Moi, je pense qu'on devrait tout arrêter. L'État ne donne plus aucune prestation à personne. Plus d'allocation familiale, plus d'allocation retraite, plus de pension de retraite, plus de pension de retraite, plus de prestations maladie. D'accord? On arrête tout. Grand blanc. Et puis, on refond tout notre budget et tout notre système redistributeur et on donne 700 € par mois et par individu et rien d'autre.
Alors vous allez me dire, comment vont faire les chômeurs? Comment vont faire les retraités? Comment vont faire les familles qui ont beaucoup d'enfants et pas beaucoup de revenus? Bah, c'est pas compliqué. Pour les chômeurs, on a parlé du chômage tout à l'heure, on a dit que le revenu inconditionnel d'existence, petit à petit, ça va pas se faire tout de suite, mais ça va quand même se modifier, va modifier complètement la structure du marché du travail et faire en sorte qu'il n'y ait plus de chômage. D'accord? Ça, c'est la première chose. Je rajouterais que pour beaucoup de chômeurs ne touchent pas plus que 700 € par mois. C'est faux de le penser le contraire. Deuxième, quand ils arrivent en fin de droit, ils arrivent en fin de droit. On est content de savoir qu'on a toujours 700 € par mois et qu'on peut organiser sa vie à partir de ce constat de relative stabilité. Deuxième chose, comment vont faire nos retraités? Il y a beaucoup de... Alors, première chose, aujourd'hui on sait, de toute façon, on a beau nous rebattre les oreilles, modifier tout le temps l'âge de départ à la retraite. D'abord, pourquoi est-ce qu'on devrait partir à la retraite? Bon, je ne sais pas si je partirai à la retraite, hein. C'est pas une obligation de partir à la retraite, on peut aimer travailler, et puis on n'est pas obligé de travailler. On peut travailler sans être travailler en échange de salaire, enfin... Voilà, ça c'est vraiment, on décide, allez hop, à tel âge, tac, tu t'en vas. T'es has-been, voilà, il n'y a pas de raison, quoi. C'est complètement arbitraire de penser ça. Ça a été une innovation sociale à une époque donnée, en 45, puis maintenant, bon, voilà. Ensuite, deuxième chose, il y a plein de gens, on sait qu'il y a plein de gens qui sont minimum vieillesse. Le minimum vieillesse, c'est pas plus que 700 € par mois, hein. C'est même, je crois même, non, c'est 742 €, je crois, ou peut-être un peu plus, ça, ou peut-être augmenté depuis l'année dernière. Et voilà, c'est pratiquement pareil. Et enfin, troisième chose, il y a de plus en plus, on sait que plus tard, nos retraites, on ne sait pas si l'État va pouvoir les payer si on continue comme ça. C'est à l'heure de penser qu'on va retourner un jour, je ne sais pas pourquoi nos économistes pensent toujours qu'on peut revenir aux conditions des 30 glorieuses, avec des taux de croissance très élevés. En plus, ça ne veut rien dire, parce que dans cette croissance-là, il y a plein de croissance, de valeur ajoutée négative. Donc on sait qu'aujourd'hui, on a évolué, qu'on veut du qualitatif pour notre santé, pour plein de choses, pour l'éthique aussi. Et puis, en plus... on sait que c'est à l'heure aussi de penser que notre système de sécurité sociale et notre système de redistribution va pouvoir se réalimenter à nouveau pour qu'on puisse retourner à des taux de retraite d'autrefois. Même les gens qui ont mon âge aujourd'hui, ils le savent qu'ils n'auront pas de retraite. Donc voilà. Alors par contre, si on sait qu'on a un revenu d'existence, oui, on peut donner un revenu d'existence. Encore dans 100 ans, on pourra toujours 700 € par mois et par individu. Même si ça, peut-être même que ça va augmenter, mais... Voilà, alors que la retraite, la cotisation, la prestation retraite, non. L'allocation retraite, pardon, non, on n'est pas sûr de pouvoir la donner. Et puis on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent des retraites complémentaires. On vous y incite aujourd'hui, on vous dit, ne compte pas sur la retraite de l'État, pense à prendre une retraite complémentaire si tu veux assurer tes vieux jours. Ou investis dans l'immobilier, autrement, tu vas faire partie des gens qui iront... mettre leur chapeau sur le trottoir en hiver, quand tu seras vieux. Bon. Avec 700 € par mois et par individu de la naissance à la mort, on est sûr qu'on a au moins quelque chose. Ce qui n'empêche pas à côté, justement, grâce à ce revenu d'existence, de cotiser un petit peu auprès d'une mutuelle aussi pour sa vieillesse. Et ça va être donné à plein de gens pour qui ce revenu d'existence qui arrive d'un coup est inespéré. Ils vont se dire, c'est pas grave, 20 € pour mon médecin tous les 6 mois, plus une cotisation pour la retraite et une cotisation maladie pour ma famille, c'est pas grand-chose sur mes 700 €. Et ils vont le faire. Tous ces gens, je pense à tous ces gens qui ont un revenu très faible et qui négligent des choses essentielles parce qu'ils n'ont pas un gros revenu, parce qu'ils n'ont pas un revenu suffisant, parce qu'ils ne se sentent pas stables. Vous voyez ce que je veux dire? La majorité des associations qui s'occupent de gens qui sont un peu paumés le savent. C'est pas facile quand on est dans la précarité de penser à aller chez son médecin, payer son dentiste, et surtout et encore moins d'avoir de cotiser pour sa retraite. On s'en fout complètement, quoi. Vous voyez? Dès qu'on a 30 € en rab, on est tout content de pouvoir améliorer le quotidien plutôt que d'aller donner 30 € à une mutuelle pendant 40 ans alors qu'on ne sait même pas si on sera encore là. Vous voyez? On sait comme ça. Voilà donc pour cette première partie de mon exposé.
La mesure du revenu inconditionnel d'existence favorise la libre entreprise, on l'a vu tout à l'heure, puisqu'on a un revenu qui permet d'assurer une certaine stabilité. On peut prendre l'initiative de monter son entreprise, des statuts comme l'auto-entreprise ou la coopérative ou ce genre de choses sont des statuts qui pour moi sont des statuts ont été créés pour ça. La libre entreprise et la petite entreprise, et leur prolifération sur le territoire français, ce sont des conséquences essentielles à la mise en place d'une réelle libre concurrence. Pas seulement en droit, mais aussi en fait. Nous avions ces logiques-là sur le territoire de la Croix-Rousse lorsque les canuts se sont révoltés. C'est pareil. C'était des petits propriétaires de la moyenne production qui se sont révoltés contre certains monopoles qui leur imposaient les prix. Voilà. Des prix de façon. Vous voyez ? Donc, c'est très important. Et j'en rajouterai, je ne sais pas s'il y a des économistes dans la salle, mais Léon Walras est un économiste qui a développé le principe de la concurrence pure et parfaite. Et pour moi, alors, à l'école, au lycée, quand on présente aux élèves la concurrence pure et parfaite, pour laquelle il y a une parfaite homogénéisation des produits, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs firmes qui produisent le même type de produit, avec une parfaite transparence sur le marché des biens et des services, c'est-à-dire que le consommateur est parfaitement informé, il n'y a pas de transaction, et puis d'autres facteurs importants, la libre circulation des biens et des services, la libre circulation des facteurs de production, etc. Lorsque Léon Walras parle de tout ça, il parle de concurrence pure et parfaite. Et il nous dit, le marché ne peut être efficient, ne peut fonctionner correctement que dans un cas de concurrence pure et parfaite. C'est développé dans ce livre, il y a un schéma, j'ai appelé ça le carré magique de Walras. Bref. Et en fait, comment dire, voilà. On a tout fait depuis 1945 pour nous dire c'est le contraire, et même avant, c'est le contraire. Léon Walras, c'est un doux rêveur. Son système est très amusant, mais c'est juste de l'ordre du concept, c'est juste conceptuel, la concurrence pure et parfaite. C'est complètement c'est très beau comme principe, on part de ce principe-là pour expliquer la manière dont fonctionne le marché, mais on part quand même du principe qu'il est utopique et irréalisable. Voilà ce qu'on nous dit. Et moi je sais, parce que je suis prof d'éco, au terminal, c'est à leur programme, on fait ça. On parle quand on est au chapitre sur la libre concurrence, on expose d'abord la magnifique théorie de Léon Walras, de la concurrence pure et parfaite, où il explique lui-même qu'il n'y a pas de libre concurrence et de marché s'il y a des monopoles. Donc on est dans une situation de vraie libre concurrence que en présence de petites entreprises qui ont toutes la même chance les unes que les autres. Et on leur explique ça aux élèves, voilà. On en vante les mérites, on dit il est magnifique. Les élèves regardent le tableau et s'extasient. Et puis après on efface et on met grand 2. La concurrence parfaite. Voilà. Et on explique aux élèves que Léon Walras était un doux rêveur, que ce qu'il a fait c'est très joli, mais que dans les faits, voilà comment ça se passe et surtout comment ça doit se passer. Et on leur parle des monopoles, des oligopoles et de tout ce qui porte entrave finalement sur le marché, au vrai laisser-faire, laisser-passer, à la vraie libre concurrence. La conséquence macroéconomique du revenu d'existence sur le chômage, c'est le partage du temps de travail, je l'ai déjà dit, je me répète, mais je le rappelle, les lois Martine-Aubry avaient été beaucoup controversées, et vous avez vu à quel point les lobbies du patronat français ont permis de quelque peu modifier cette loi, et qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment les 35 heures, ou alors c'est annualisé, enfin c'est toujours un peu, tout ça s'est toujours fait un petit peu au profit, encore une fois, de ceux qui détiennent, qui sont à la tête de monopoles ou d'oligopoles. D'accord ? Donc, un vrai partage du temps de travail grâce au revenu d'existence, c'est possible. Deuxième chose. Deuxième type de conséquences macroéconomiques, celles qui conduisent à, on avait dit zéro unemployment, maintenant on dit zéro déficit. D'abord, alors, vous allez dire comment on peut faire. Jusqu'ici, on se tire les cheveux parce que on
on est en déficit, on ne sait pas comment faire, on n'a pas assez d'argent pour les écoles, pour la police, etc. Comment on va faire pour donner 700 € par mois et par individu, de la naissance à la mort, à tous les citoyens français? C'est pas possible. Si, c'est possible, si on fait ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on supprime complètement toutes les allocations ou prestations du système redistributeur, et on repart à zéro, ne donnant que le revenu inconditionnel d'existence. Moyennant, et vous savez combien ça coûterait, je vous le dis, ça coûterait 464 milliards 400 millions d'euros. D'accord? Alors que rien que notre système de redistribution en 2009 coûtait à l'État 624 milliards d'euros. Nous allons limiter ce que Coase appelait, un économiste qui s'appelait Coase appelait les coûts de transaction. Les coûts de transaction sont tous les effets secondaires qui sont liés à une mesure économique ou une activité économique ou un acte économique qui va se faire sans qu'il y ait de transparence et de parfaite information des agents. D'accord? Donc, ce que je prône, c'est la transparence, c'est que les gens soient parfaitement informés, qu'il n'y ait pas de secret, c'est pas bien les secrets, ça conduit toujours à des choses mauvaises. Et je voudrais à côté de ce mot transparence, le mot réforme, puisqu'il s'agit bien ici de réforme en profondeur, de réforme d'envergure de notre appareil industriel, de notre politique agricole, de notre système redistributeur, de notre fiscalité. Là-dedans, il n'y a que de la réforme. J'allais dire glasnost et perestroïka. On va devoir revoir la direction à prendre en matière politique commerciale, de commerce international. C'est ce que j'appelle la politique du non-alignement. On va dire aussi la politique du nouvel alignement. C'est-à-dire que la France prendrait le pli de modifier son commerce international, la nature de ses importations et de ses exportations, pour commercer avec les pays les moins développés. C'est ce que j'appelle la politique d'une nouvelle mondialisation. Je vous rappelle que Arnaud Montebourg parlait aux dernières présidentielles en 2012 il parlait d'anti-mondialisation, puis il était tout fier de lui, et il pensait qu'il allait avoir plein de voix grâce à ça. Bon, il a été très populaire, effectivement. Mais qui a dit que l'échange international, c'était mauvais? Ricardo a raison quand il nous explique déjà en son siècle que l'échange international, c'est bien, parce qu'avec la loi des échanges comparatifs, on peut se fournir, remplir ses besoins en biens et en services pour la production desquels on n'est pas spécialisé. Et qu'en même temps, on peut se nourrir et gagner de l'argent, gagner sa vie, mourir, comme le pense Léca lui aussi, par son travail, grâce à sa spécialisation à lui, en exportant. C'est important le commerce international. Pourquoi une anti-mondialisation? C'est bien l'économie internationale, l'échange international. Donc si on veut mettre fin à cet échange inégal et faire un véritable échange entre pays, là je reparle de l'autonomie des peuples et de la faculté, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et ça passe par disposer de leurs propres ressources, il n'y a que en réorientant, nous Français, si on veut, effacer le mal qu'on a fait avec la colonisation, réorienter notre commerce international. No inflation, puisque bien entendu il y a avec tout ça une politique monétaire qui va avec, et je pense que tout ça on ne peut pas le faire si on ne sort pas de l'euro, de la zone euro. Je ne suis pas la seule à le dire, il y a plein de gens qui le disent. Je pense qu'il faut vraiment qu'on en parle pour retrouver une autonomie monétaire. Et je prône de mon côté la mise en place d'une monnaie nouvelle qu'on appellerait une liberté. C'est-à-dire qu'on reviendrait à une monnaie nationale. Cette monnaie nationale, on ne l'appellerait pas le franc, parce que le franc c'est du passé. Il ne faut pas se retourner sur un passé révolu. On l'appellerait le liberté. C'est le premier terme de notre devise républicaine. Cette nouvelle monnaie, le liberté, serait un nouveau point de départ. Et elle permettrait d'abord à la France de retrouver une certaine autonomie et de pouvoir mener sa politique fiscale en matière de taux de TVA discriminatoire, librement, sans avoir la pression des Allemands ou des autres pays d'Europe. Voilà. Et de se séparer d'eux, éventuellement, pendant quelque temps, en réorientant ses importations, la direction que prennent ses importations et ses exportations. Et je pense qu'au départ,
ça va être difficile si la France revient à une politique autonome, et c'est sa banque centrale qui va redevenir maître de sa politique monétaire. Moi, je suis une adepte des échanges, des taux de change flottants, avec une politique monétaire la moins interventionniste possible. Mais je pense que pendant un certain temps, moi j'ai jugé, vous regarderez dans le livre, vous expliquer pourquoi. Pendant au moins 3 ans, il va falloir que la Banque de France soutienne de manière très resserrée sa monnaie, nouvelle monnaie, le liberté, par une politique de taux d'intérêt élevé. Et qu'au bout de 3, pour que l'activité ne dégringole pas complètement, d'accord, le temps que nos entreprises se restructurent, modifient, là je fais référence encore une fois à la politique de TVA discriminatoire, modifient la structure de leur appareil productif, et puis en même temps qu'elles modifient la direction que prennent leurs échanges, elles aussi. On va échanger avec des pays qui auront des monnaies qui vont avoir le même taux que la nôtre. C'est comme si la France faisait un petit pas de côté, on va dire une petite génuflexion, et puis petit à petit, notre monnaie arriverait au même taux que celui des pays les moins développés, avec lesquels l'échange se ferait, d'accord, ce qui n'empêche pas les autres de nous rejoindre dans notre situation de nouvel alignement, et on repartirait sur les bases d'une nouvelle économie saine, humaine et respectueuse de l'environnement. C'est tout à fait humain l'économie au départ. Pourquoi est-ce qu'on a fait quelque chose d'inhumain? Et on part de là, et pourquoi pas un jour revenir à l'euro? On pourrait même l'appeler l'euro-or, sachant que l'or, ici, ce serait un petit clin d'œil à 44. L'or, qu'est-ce que c'est l'or? C'est un principe alchimiste. On transforme du plomb en or. L'or, c'est l'économie réelle, avec de la valeur ajoutée qualitative. Voilà.